Stéphane. Alors, on va ménager encore un petit peu de suspense avant de révéler le nom du lauréat du prix CatNat 2026. D'abord, j'ai une question. Moi, pourquoi cet investissement finalement dans l'accompagnement de jeunes chercheurs, puisque c'est un jeune chercheur qu'on va accueillir tout à l'heure et qui va recevoir ce prix? Alors, en matière de recherche, vous connaissez, Voilà, vous le connaissez micro le bien bon prêt. mot du général de Gaulle. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, je vais rassurer notre assemblée, l'auditoire, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs parmi nous. Nous, on est clairement sur la seconde partie de la phrase. Effectivement, le climat change, les risques évoluent, et notre métier, c'est toujours de mettre à jour nos modèles sur des meilleurs standards marché. Alors, on a lancé pour ça un plan IA Data Climat à horizon 2029, avec pas moins de 9 chantiers, donc beaucoup de partenariats avec des instituts de recherche et également le financement de thèses. Donc à la question effectivement pourquoi CCR encourage, accompagne les jeunes chercheurs, c'est que tout simplement leurs travaux d'aujourd'hui seront nos modèles de demain. D'accord, quand vous dites modèle de demain, on imagine qu'évidemment il y a l'intégration de technologies, celle dont tout le monde parle aujourd'hui, celle de l'IA. Qu'est-ce que ça change très concrètement, l'intelligence artificielle dans votre domaine? Bon alors l'IA c'est déjà notre quotidien. Et je ne parle pas simplement des agents conversationnels. Si on revient sur la modélisation physique, il faut vraiment distinguer différents cas d'usage et différents niveaux de maturité. Il y a donc l'IA du quotidien qui nous permet effectivement d'accélérer nos calculs. Il y a une IA qui est bien maîtrisée effectivement en théorie, mais qui nécessite en fait des adaptations pour industrialiser et changer nos métiers. Et puis nous avons en fait un IA un peu absolu qui remplacerait en fait les modèles physiques. Mais là, on n'y est pas du tout. D'accord, donc là on a un triptyque, on va peut-être l'illustrer à travers Ouais, bien sûr. quelques exemples, et on commence par le premier, qui est finalement aujourd'hui le plus opérationnel. Exactement. Donc vous savez, un modèle physique, ça a des tas de qualités, mais c'est très long à faire tourner, c'est très consommateur. Quand on fait une simulation sur un modèle pluie-débit et qu'on estime en fait le débordement d'un fleuve, les calculs prennent en général plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc c'est très très long. Donc du coup, ça limite notre capacité à faire des simulations. Quand on prend la chaîne de modélisation, quand on met de l'IA, à certains endroits, on va pouvoir accélérer les temps de calcul et donc répondre plus vite et faire plus de simulations. Donc ça existe aujourd'hui, c'est le premier niveau. Ça, c'est ce qui est vraiment maîtrisé aujourd'hui. Il y a un second niveau, je vais prendre deux cas d'usage intéressants. Le premier, c'est le calcul de l'incertitude d'un modèle et la donnée amplifiée qui va venir alimenter ce modèle. Premier cas de figure, c'était la thèse de l'an passé de Fanny Lehmann. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc Fanny avait développé en fait un modèle de propagation d'ondes sismiques et elle nous expliquait que faire tourner son modèle physique, ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, avec une approche de métamodélisation, Fanny a généré quelques dizaines de milliers de scénarios pour étudier les limites de son modèle. Donc ça, c'est plutôt une approche par substitution. Il y a une autre approche, alors je ne vais pas trop spoiler parce que c'est la thèse qu'on vous présente juste après, c'est l'intégration de l'IA dans un modèle physique. Donc là, on est sur une approche qui est augmentée. D'accord, c'est quoi? C'est hybride? On peut parler d'hybridation ou pas? Alors c'est l'hybridation, on est vraiment sur une approche physique et l'IA vient augmenter cette approche physique. Et puis l'autre cas d'usage, c'est l'augmentation de la donnée. Donc généralement, on travaille sur des séries temporelles à climat constant de quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. Simplement, nous, réassureurs, on travaille sur des risques extrêmes. Donc ces risques extrêmes, on a du mal à les capter quand on a 400 ans d'observation. Alors je vais prendre un exemple, on a lancé une thèse avec l'École des mines de Paris pour générer, en fait, pour créer un simulateur de variables météo. Vous avez un modèle météo, toutes les variables, les couches atmosphériques. Simplement, au lieu d'avoir 400 années, on peut avoir 10 000 années. Donc on aura naturellement beaucoup plus d'événements extrêmes. Et ce qui est important, c'est que cette donnée a vocation à venir alimenter un modèle physique. Quand on travaille sur du débordement, par exemple, la maille, c'est le kilomètre carré. Et la temporalité, c'est de l'horaire ou de l'infrahoraire. Donc on imagine un peu ces volumes colossaux de données qui sont permis grâce à l'IA. Et quand on travaille également sur le changement climatique, il y a des modèles, donc CMIP 5, CMIP 6, qui nécessitent des adaptations au niveau d'une redescente d'échelle. Donc typiquement, le downscaling, ce sont des pratiques que l'on voit aujourd'hui se répandre, se développer, pas toujours à maturité, mais en tout cas, voilà, c'est un avenir extrêmement proche. D'accord, ça c'est le deuxième niveau. Je vous vois venir, troisième niveau. Troisième niveau, donc je vous le dis, on n'y est pas encore. L'IA a quand même du mal en fait à résoudre des équations physiques. Et puis je dirais qu'on a aussi un intérêt à conserver cette approche, on va dire traditionnelle, physique, c'est la compréhension du modèle. Si on met de l'IA partout,
on perdra peut-être un peu le fil et on ne saura pas comment le modèle aura été paramétré. D'accord, si je comprends bien, il y a encore un peu de chemin à parcourir. Voilà. On est sur une phase de transition, donc c'est vraiment notre stratégie CCR, c'est une hybridation. Hybridation entre un modèle physique, donc on a besoin d'avoir les compétences de sciences dures de nos chercheurs, un sismologue, un hydrologue, un climatologue ont des compétences que l'IA ne sont pas prêts de remplacer. Par contre, on va venir effectivement répondre à un certain nombre de limites que l'on connaissons dans le métier. Allez, on en vient au prix CCR. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon observatoire finalement de toutes ces évolutions de recherche, là, puisque, sans spoiler évidemment, celui que nous allons récompenser dans quelques instants? Alors effectivement, c'est encore un observatoire. Alors celui-là, il est particulièrement intéressant parce que grâce à ce prix, on arrive à capter toutes les tendances de recherche. Donc la R&D d'aujourd'hui, on saura effectivement d'ici quelques années ce que sera effectivement l'état de l'art de notre métier. Alors, il faut savoir que le prix est maintenant bien installé. On avait battu un record l'an passé avec 47 thèses, ce qui est déjà assez considérable. Et bien, pour cette formule 2026, on a dépassé les 60 thèses. Donc c'est quand même, voilà, on est vraiment alimenté par tout ce qui peut se faire au niveau des labos de recherche. Donc ça fait du travail pour le jury, ça, hein? Alors justement, ce jury, moi je voulais vraiment le remercier. Donc déjà, Alberto Monti, qui est le président du prix CCR, qui me fait l'amitié chaque année de venir nous voir en France. Également, donc, les membres du jury, donc, vous connaissez le concept, donc 5 thèses, 2 rapporteurs par thèse, un rapporteur scientifique, un rapporteur assurance, donc 10 membres du jury. Merci à Gilles André, Emmanuel Moreau, Sion Blacker, Philippe Dandin, Sébastien Gourdier, Franck Chopin, Geoffrey Écoto, Antoine Quentin, Lilian Pugnier et Gaël Parard d'avoir pris le temps effectivement de parcourir ces thèses durant les ponts du mois de mai. On peut les applaudir quand même pour tout les le boulot qu'ils applaudir. ont fait. Et comme ça, on a ménagé encore 3 secondes de suspense avant d'annoncer. Voilà. Donc, sans plus attendre, donc, la thèse lauréate de ce prix CCR 2026 est la thèse portant sur, alors je cite le nom de la thèse, les approches hybrides physiques IA intégrant des réseaux de neurones dans la modélisation hydrologique distribuée par simulation régionale des crues. Et j'ai le plaisir d'inviter sur scène Gogui Truyen Huynh, qui est donc le grand gagnant de ce prix CCR 2026 qu'on applaudit bien fort. Bonjour à tous. Merci Charles, merci Stéphane, merci Charles pour une très belle introduction sur l'hybridation et physique et l'IA. Alors Charles, nous on va peut-être s'installer. On va s'installer. Hein, on va vous laisser. On va prendre des notes parce que j'ai pas tout compris, même dans le titre. Bon, je remercie d'abord le jury pour l'attribution de ce prix. Et c'est vraiment un grand honneur pour moi de recevoir cette distinction. Donc, j'avoue que je n'ai pas forcément l'habitude de parler de mes travaux au public, au profil aussi diversifié. Donc, j'essaie mon mieux pour vulgariser ma présentation. Et j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué à la fin de la journée pour écouter une présentation un peu du côté de la recherche. Alors, moi, je travaille sur la modélisation hydrologique hybride physique IA spatialement distribuée. Depuis 5 ans, c'est une carrière, donc 3 ans en thèse. Et donc là, je suis en postdoc sur la même voie de recherche. Alors, pour commencer, voici quelques images pour illustrer la nature, la réalité putain des inondations causées par des années dernières, quel que soit en France, en Europe ou en Asie. Et là, vous avez entendu parler beaucoup des inondations, des sécheresses et le changement climatique. Mais en fait, d'un point de vue scientifique, pourquoi ça pose le problème? En fait, aujourd'hui, avec le changement climatique, la stationnarité des extrêmes hydrologiques ont été modifiées. Donc, la dynamique des natures, des événements et des problèmes hydrologiques est la plus complexe.
Et donc, on a besoin des méthodes plus intelligentes et plus précises pour capter la non-stationnarité, pour avoir une meilleure prédiction. Et donc, pour ce faire, en général, on se base sur une chaîne de modélisation et avec la prévision des inondations. Donc, on a des données météorologiques, un modèle hydrologique pour comprendre ce qui passe sur la surface et un modèle hydrodynamique pour pouvoir pour simuler les écoulements dans la rivière et à la fin de donner les prévisions pour la prévention du risque et avoir des alertes. Donc là, on se base sur un modèle hydrologique, ce que je vais vous présenter, se construit un levier important dans la chaîne. Donc un modèle hydrologique, en 2 mots, c'est de comprendre comment la pluie se transforme en rivière et la surface. Donc, en 2 mots, c'est quantifier la science de quantifier les débits de surface et en rivière. Donc, on parle des données spatio-temporelles et de simuler les débits spatio-temporels aussi, en grande dimension. Donc, la thèse s'inscrit pour adresser, résoudre 2 grandes questions en modélisation hydrologique parce qu'on a des difficultés plein de difficultés de modélisation des données Spark et l'incertitude de mesurement, l'incertitude de structure. Donc, la 2 grandes questions, c'est que d'abord, la régionalisation, comment on estime les paramètres du modèle sur les sites non jaugés où on n'a pas de mesure. Et la deuxième, c'est comment améliorer la généricité de structure du modèle pour pouvoir capturer le changement, la dynamique du modèle pour que ça soit plus générique. Donc, pour répondre à cette question-là, j'ai proposé l'ensemble des méthodes physiques et intégrées dans le modèle physique pour que le but, finalement, est d'améliorer la performance du modèle et avancer la connaissance sur le processus hydrologique avec de l'IA et les données massives. Donc là, un modèle hydrologique, avant de comprendre comment interpréter un modèle hydrologique, là, un modèle, je vous parle le modèle classique distribué. Alors, on considère une zone d'étude sur le maillage et le modèle hydrologique s'appuie sur le modèle hydrologique distribué s'appuie sur les opérateurs mathématiques et physiques pour chaque piscine. Donc, pour chaque piscine, on a des réservoirs du modèle et on a des paramètres du modèle. Ici, par exemple, les capacités du réservoir. Donc, vu que le domaine est plus grand, donc on n'a plus de paramètres qui est spatialisé dans espace. Et qu'aller optimiser ces paramètres-là, c'est pas trivial parce qu'on tombe sur plein de problèmes d'optimisation et en grande dimension. Donc ça, c'est s'inscrit dans la thèse de Jean Hamon. Il gagne les paramètres du modèle avec des méthodes variationnelles. Le point clé, c'est la différenciabilité pour avoir l'accès au gradient. Et donc, le premier travail qu'on a fait sur la régionalisation, c'est que vous imaginez tout ce que je viens de parler sur le modèle hydrologique, ça représente donc le petit pot blanche là, c'est un modèle circuit avec des paramètres qui prend les données météo, qui sort les débits. Maintenant, on va introduire une fonction transfert, on s'appelle le mapping de régionalisation. Ça va être une région rond qui prend les descripteurs physiques. Ça va être la pente, la densité du rénal, l'occupation du sol, tout ce qui décrit la physique du sol, du terrain. Et on estime ces paramètres-là par les régions ronds. Et l'enjeu, c'est que maintenant, comment optimiser, on s'appelle entraîner les régions ronds. Dans ce framework-là, on parle de l'entraînement du région rond. Donc le point clé, c'est toujours, comme on avance, c'est l'accès au gradient. Et pour pouvoir avoir le gradient avec un modèle physique combiné des régions rondes, c'est pas trivial. Et donc on était un des premières équipes dans le monde qui réussit à combiner de l'argent numérique et les régions rondes, le jacobine des régions rondes, pour pouvoir régionaliser les paramètres du modèle hydrologique spatialement distribué.
Donc ça, ce travail-là donnait une méthode pour estimer les paramètres du modèle partout dans l'espace. Et par exemple, dans le papier original présenté ça, on a testé sur un jaune Lakmé avec une centaine de bassons. Et vous voyez ici, on obtient des très bons scores avec des régions rondes dans le port noir. On s'appelle ANN pour Artificial Neural Network. Et aussi, on a des erreurs en simulant les pics de crue qui est très basse. Donc, moins d'erreurs avec la porte verte. Là. Et voici une carte des paramètres. Vous voyez là, ça c'est entrée du réseau rond, c'est le descripteur physique. Et ça, c'est les paramètres estimés par le réseau rond. On voit très bien que là, par exemple, avec un réseau rond, comparé à un mapping multilinéaire qui est plus simple, on obtient des relations plus complexes avec la non-linéarité. Et donc, cette application-là, on a intégré dans la plateforme Smash. Ça, c'est une plateforme où je suis le second développeur principal avec François Collioni et appliqué pour des applications opérationnelles en météo France. Et donc, ça, c'est un exemple pour montrer qu'on est capable d'estimer des paramètres du modèle hydrologique sur tous les territoires du US, avec l'échelle, depuis l'échelle globale, voire l'échelle nationale, qui est à très très haute résolution spatio-temporelle, conférence. Et donc, alors, après ça, c'était un premier travail sur l'hybridation des modèles hydrologiques. Et avec ça, on a compris comment on combine les régions rondes dans un framework physique, un modèle physique. Et là, on peut faire beaucoup meilleur, c'est que d'intégrer les régions rondes directement dans les systèmes d'équations différentielles. Et ça, cette idée-là, c'est applicable pour tous les systèmes dynamiques, pas qu'en hydrologie. On considère un système dynamique comme l'évolution des états du modèle CH en fonction du temps. Et classiquement, on résout cette équation-là avec des fonctions physiques. Et là, en rajoutant les raisonnements de certaine manière, on arrive à obtenir un truc qui est plus général et qui a capté mieux la dynamique du système. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette fois-là, selon une série des études qu'on a fait il y a quelques années sur différentes manières d'hybrider une équation différentielle avec des régions rondes. En gros, pour corriger les terres sources ou apprendre les flux en terre ou voir les lois hydrologiques et leurs fermetures avec des différentes manières. Là, je n'ai pas du temps de montrer tous les résultats, mais voici quelques résultats principaux. C'est qu'avec le régionnement intégré dans les équations différentielles, vous voyez dans la boîte violet là, on obtient des performances beaucoup meilleures que les autres et beaucoup robustes en validation, en calage et en validation. Et des comportements très non linéaires à prendre avec des régionnements. On dirait qu'on a capturé le réalisme du modèle. Par exemple, quand on voit la surface des réponses de pluie infiltrée en fonction de l'intensité de pluie, on obtient des comportements non linéaires comparé à les méthodes classiques, ce qui est plus réaliste et logique. Bon, pour conclure, je pense que j'ai encore une minute. Et il y a, à côté de météorologique, on a démontré, on a fait une démonstration, un jumeau numérique IA qui est robuste et performant, combinant la rigueur physique et la flexibilité, la capacité d'apprentissage des résultats dans son zone de mérite. Voilà. Et ces résultats-là ont ouvert une nouvelle voie vers des approches plus intelligentes qui combinent les deux, la rigueur physique et la capacité de réservoir. Et aussi
pour apprendre les lois hydrologiques avec les données massives. Et à côté d'applicatifs, on a développé des méthodes générales pour appliquer à différentes échelles nationales, globales et dans divers contextes. Avec le code opérationnel SMART, on a qui est bien documenté. Vous pouvez consulter que le lien je laisse tout à l'heure. Et donc avec ce code-là, on est en train de développer beaucoup de projets avec des acteurs privés et publics pour les applications opérationnelles et appliquer par exemple avec le CEREMA et la Météo France pour le vigilant cru. Et dernière chose, c'est il y a plein de perspectives et travaux en cours, mais je résume dans quelques points. Maintenant, on sait comment intégrer des régionaux dans le modèle physique. Alors, on pose la question maintenant comment entraîner le modèle hybride maintenant sur une large échelle, large sample, pas que sur une petite zone étude et de manière efficace. Ça, un travail en cours. Et ensuite, deuxième point, c'est de comment transférer les méthodes sur un contexte plus large et faire les prédictions en temps réel. Et ce qui est le plus important, c'est de faire un framework unifié hydrologie hydraulique pour pouvoir mieux prédire les inondations. Et je vous remercie. Effectivement. Bravo et merci beaucoup. C'est une parfaite illustration de cette hybridation dont on parlait juste avant. Trouyen, on vous décerne le prix CCR 2026. On a particulièrement apprécié donc la rigueur scientifique, la clarté de votre mémoire, de votre thèse, et puis également le côté très opérationnel, l'intérêt pour le secteur de l'assurance et de la réassurance. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous remettre votre prix. Venez par ici pour la photo. Hop. Voilà. Voilà, on peut encore applaudir Trouyen pour ce prix CCR 2026. Merci à Charles Dumartinet également d'avoir été avec nous. Je vérifie, non, il n'y avait pas de questions sur la thèse.